Aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle. Est-ce que c'est une révolution industrielle? Alors, au-delà d'être une révolution industrielle, c'est une triple révolution. C'est effectivement une révolution industrielle, puisque ça va révolutionner tous les champs, tous les secteurs d'activité économique, que ce soit la santé, la logistique, la production même de recherche scientifique. Mais au-delà de ça, c'est aussi une révolution cognitive, puisque ça appelle à une forme d'anthropoformisation en fait, de l'intelligence artificielle, puisqu'on assigne à une machine une capacité de réflexion cognitive qui est le propre de la pensée humaine. Et je dirais même que c'est une triple révolution, puisque c'est une révolution aussi qui est anthropologique, qui rompt même avec le schéma classique, en fait, de ce qu'est un être humain et le propre de la pensée. Alors on va reprendre les 3 points les uns après les autres pour bien montrer la mécanique et ce que ça entraîne. C'est-à-dire que révolution industrielle, immédiatement, je pense, destruction d'emplois. Est-ce qu'on est dans ce cas-là? Alors, l'intelligence artificielle, comme toutes les technologies, alors il y a un terme platonicien qui est le pharmacon. En fait, c'est à la fois le poison et le remède. Et le phénomène de destruction créatrice, qui est un phénomène que j'emprunte à un économiste qui a enseigné à Harvard, Schumpeter, en fait, qui appelle au fait que tout ce qui était connu jusqu'alors, dans l'industrie, dans l'armement, dans la culture, etc., est amené à être obsolète et à être remplacé, en fait, par de nouvelles formes et de nouvelles mécaniques. En tant que personne de tous les jours, moi je m'inquiète pour mon emploi. Donc est-ce qu'on va perdre des emplois, mais est-ce qu'il y en a d'autres qui vont être créés? Tout à fait. En fait, le phénomène de destruction créatrice, ça veut dire que ce qui va être obsolète ne sera plus source d'emploi. Pour autant, il y a de nouveaux métiers, il y a de nouvelles formes d'organisation du travail, de la société, de nouvelles industries qui vont se créer autour de ces technologies-là. Donc l'ONU estime que d'ici quelques décennies, en fait, au horizon de 10 ans, on va dire, il y aurait à peu près 25% en fait, des emplois actuels qui seront détruits. Et parallèlement, l'ONU indique que l'intelligence artificielle pourrait créer beaucoup plus d'emplois que ce qu'elle ne détruirait. Donc on voit bien toute l'ambivalence en fait de l'intelligence artificielle et ce qui appelle effectivement au concept de destruction créatrice. Avec ChatGPT qui est sorti et plein d'autres, on s'aperçoit qu'on a passé une autre étape. C'est-à-dire que maintenant l'intelligence artificielle va réfléchir à notre place. Comment nous, êtres humains, on doit s'adapter à cette donnée-là? Alors je pense que justement, comme vous l'avez dit très justement, le fait que ces technologies-là vont rentrer dans une phase de diffusion de masse et qu'elles vont être accessibles à vous, à moi, à tout le monde. Que ce soit effectivement dans le champ économique, mais aussi dans le champ de la formation. Il y a beaucoup d'étudiants qui font appel à ChatGPT pour faire un devoir, par exemple. Le fait est qu'il faut bien comprendre que l'intelligence artificielle, elle peut être source de biais. Et que, en quelque sorte, la neutralité technologique, la promesse n'est pas franchement là. Il y a 2 formes de biais potentiels. Effectivement, le fait que l'intelligence artificielle, ça renvoie à des lignes de code. Qui dit ligne de code, derrière, il y a forcément la main humaine derrière. Et deuxième fait potentiellement génératif de biais, c'est qu'en fait, l'intelligence artificielle dite générative, donc génératrice de contenu, de vidéos, de sons, etc., elle s'entraîne en fait sur des données. Donc ça veut dire que potentiellement, on peut avoir des biais à double niveau. Ce qui veut dire que si l'on considère en fait que l'intelligence artificielle va être une forme d'intelligence suprême, omnisciente, etc., c'est un danger. Il faut vraiment avoir en tête que l'intelligence artificielle n'a pas vocation, en tout cas c'est mon propos et c'est ma propre pensée, n'a pas vocation à se substituer à l'intelligence humaine. Donc il faut faire très attention parce que lui assigner une forme de vérité absolue, ça veut dire en quelque sorte se dessaisir en fait de notre propre pensée critique et donc derrière, qui dit pensée critique dit aussi derrière le fait politique. Si on demande demain à l'intelligence artificielle pour qui voter, on voit bien derrière tous les travers en fait que ça peut comporter, sachant qu'il peut être potentiellement générateur de biais, de ce que ça peut induire en termes de déstabilisation politique. Quand on regarde aujourd'hui les gens fonctionner, ils ont leur nez sur leur téléphone
Et on a l'impression que c'est la vérité dite. Exactement. Et c'est là où est le danger, finalement. Tout à fait. En fait, la révolution numérique, au sens large du terme, et dont l'intelligence artificielle, je considère, qui est une révolution, une grande révolution au sein de cette révolution numérique, en fait, ça passe par des systèmes d'infomédiation. C'est-à-dire qu'il y a un filtre entre la vérité, en tout cas telle que nous, on l'aperçoit, et ce qui est la réalité absolue. C'est-à-dire, par exemple, on prend l'exemple des réseaux sociaux. Vous ou moi, vous n'avez pas le même fil d'actualité, que ce soit sur différentes plateformes, que ce soit Twitter, X anciennement, Facebook, TikTok ou autre. En fait, l'algorithme va être extrêmement personnalisé. Vous n'aurez pas accès au même fil d'actualité. Ce qui veut dire que vous allez avoir une perception de la réalité qui va être biaisée par naissance. Donc tout ce système d'infomédiation, ça veut dire que, en quelque sorte, ça vous enferme en fait dans une forme de bulle cognitive qui fait que vous aurez une perception du réel qui sera celle, au final, de l'algorithme. Et ça entraîne une troisième partie qui est la partie de la vie en société. Parce que ça révolutionne, comme on vient de le dire, toute notre vie en société et notre regard sur la société. Tout à fait. En fait, c'est en cela que je considère que l'intelligence artificielle, au-delà d'être effectivement une révolution économique, industrielle, c'est, comme je l'avais évoqué, une révolution cognitive, mais c'est surtout une révolution anthropologique. L'anthropologie, c'est quoi? C'est les relations entre les individus. Le numérique, en fait, a traversé tout le champ des relations sociales, que ce soit dans vos relations avec vos amis par le biais de Facebook ou autre, ou d'autres TikTok, des communautés qui se sont créées, dans le champ aussi des relations au travail. Donc on voit bien effectivement le fait que c'est une révolution anthropologique dans la mesure où ça traverse tous les champs de la société des relations humaines. Mais au-delà de ça, l'intelligence artificielle, c'est un cran encore au-dessus, dans la mesure où elle vient rompre en fait avec une vision de l'homme et de la condition humaine. Ce qui m'amène à faire état de notamment Google Brain et le courant post-humaniste en fait, qui considère que nos fonctions cognitives ont vocation en fait à être intégrées dans les machines. Et là, on rompt avec tout un courant et toute la pensée humaine et même, je dirais même, avec le concept même de finitude de la vie humaine, qui est aussi une question, je dirais, existentielle, philosophique. Et parce que pour le citer, par exemple, des célèbres entrepreneurs, innovateurs de la Silicon Valley, comme Peter Thiel, considèrent que la mort, en fait, au final, c'est ni plus ni moins qu'un problème mécanique qu'il faudrait résoudre. Et donc là, on voit bien le basculement anthropologique et quasiment civilisationnel dès lors qu'on désacralise en fait le vivant et qu'on assigne à une machine une conscience qui est, de mon point de vue, totalement fictive. Au moment de se servir de l'intelligence artificielle, il faut d'abord qu'on se pose la question, qu'est-ce qu'on veut en faire? Ça reste un outil. Exactement. En fait, je pense qu'il ne faut jamais perdre de vue que la technologie est un moyen et non pas une fin en soi. Et donc, il faut, au-delà du fait de considérer que le progrès technologique nous a permis de pouvoir progresser et de faire progresser la condition humaine de manière générale, la santé, avec la médecine prédictive ou d'avoir accès à des savoirs absolument phénoménaux, il ne faut jamais perdre de vue que la technologie reste un moyen. Si on laisse les clés aux acteurs de la technologie, qui sont constitués aussi en oligopole, avec les métastructures qui s'érigent avec le pouvoir technologique, économique, et derrière un pouvoir politique, ça veut dire qu'on adhère, ou qu'on leur laisse en tout cas les clés de notre destin commun. Et le point qui est très important dans toute cette matrice et dans toute cette espèce de grand Big Bang, je dirais, c'est de considérer que la technologie n'est absolument pas un phénomène suspendu en dehors de l'histoire, de notre longue histoire humaine, mais que c'est éminemment un objet de réflexion éthique, philosophique et politique. Parce que la technologie, comme je le disais, ce n'est pas un phénomène qui est décloisonné. Et donc il faut se dire quel avenir on veut demain. Ce sont les idées qui gouvernent le monde. Parce que derrière la technologie, il y a une pensée, il y a une idée, voire même une idéologie potentiellement transhumaniste.
qui pourrait amener au remplacement et à l'obsolescence de l'homme. Et donc, je pense que c'est quelque chose dont chacun doit se saisir. Et pour ça, pour pouvoir se saisir, ça veut dire qu'il faut armer les esprits. Et donc la formation jouera un rôle majeur dans le nouveau cycle de révolution industrielle dans lequel nous sommes entrés.